vous valorisez votre marque. Et donc, je vais laisser la parole à Mélissa. Voilà. Bonjour à tous, donc Mélissa Laroche, peut-être que vous me connaissez pour la plupart d'entre vous, j'étais sur pas mal de matinales, je travaille aux côtés d'Alexandre Demolin pour le développement d'Avocalab 92, le dispositif d'incubation d'Avocalab 92, qui organise également les matinales. De mon côté, je ne suis pas avocate et je ne travaille pas au sein du barreau des Hauts-de-Seine, mais je pilote un programme d'incubation au sein de KPMG, entreprise de conseil. Voilà, on a un programme d'intrapreneuriat, donc on accompagne des entrepreneurs internes à développer leurs projets et accessoirement, on accompagne également le barreau des Hauts-de-Seine dans son activité d'incubation. Raison pour laquelle je me trouve ici. On a organisé avec vous plusieurs matinales sur des sujets qui respectent un certain cycle. En fait, on a commencé avec la première matinale au mois de mars sur le développement de son profil LinkedIn. Donc là, c'était vraiment les bonnes pratiques pour avoir un profil LinkedIn qui tient la route et qui respecte également certaines règles du jeu de l'algorithme pour pouvoir avoir un bon référencement en fait sur LinkedIn et pouvoir faire venir du coup les opportunités qui vous ressemblent, qui vous intéressent. Si vous ne l'avez pas regardé, sachant que le personal branding, vous allez le voir, ça passe par pas mal d'outils, des réseaux sociaux et notamment LinkedIn. Je vous invite à aller la regarder dans le lien qu'a partagé Alexandre de replay des matinales. Et donc, on a suivi après LinkedIn un petit cycle, comme je vous disais. On a eu le legal design animé par Sonia qui est intervenue tout à l'heure, qui nous a dit bonjour. Donc le legal design, où là, c'était plutôt comment est-ce qu'on utilise le langage clair et des restitutions imagées, impactantes, plutôt que voilà, des textes un peu incompréhensibles pour la plupart des justiciables. On a parlé de créer un site web avec des outils simples. Donc voilà, toujours dans la démarche de vous donner des outils, des bonnes pratiques pour que vous puissiez développer votre cabinet, votre activité entrepreneuriale, votre clientèle, faire venir à vous des opportunités qui semblent. Voilà, après, à vous de voir comment vous utilisez ces opportunités, ces bonnes pratiques-là. Nous, on vous transmet beaucoup de choses. On essaie de le faire toujours en respectant la déontologie. En revanche, nous ne sommes pas expertes du droit. Nous sommes plutôt experts de nos sujets, voilà, l'innovation, les sites web, nos codes, etc. Donc, à vous aussi de vous renseigner sur certains aspects déontologiques lorsque vous entreprenez, par exemple, la création d'un site web ou autre. Et puis, voilà à peu près tout ce que je voulais vous dire. J'ai invité aujourd'hui Jasmine Manet à partager son expertise et son expérience autour du personal branding. Je ne vais pas te présenter à ta place, Jasmine, parce qu'il me semble que c'est prévu. Mais voilà, juste pour expliquer à qui on passe la parole aujourd'hui. Voilà. Et puis donc, évidemment, en termes d'animation, soyez libre d'utiliser le chat ou d'ouvrir votre micro directement. Et Jasmine, pas d'inquiétude, je ferai le chat master. Je vois pas les questions. Enchantée tout le monde. Du coup, moi, c'est Jasmine. Juste quelques bonnes pratiques avant de commencer pour que l'expérience soit optimale pour tout le monde. Si vous pouvez couper vos micros pendant l'intervention de chacun pour pas qu'il y ait de bruit de parasites et n'hésitez pas à l'activer au moment où vous voulez prendre la parole. Je dois garder mon masque, mais dites-moi si c'est gênant et si vous m'entendez pas tout à fait, je pourrais peut-être l'enlever de manière secrète. Mais voilà, du coup, si possible, allumez vos caméras aussi. C'est toujours plus agréable pour nous quand on prend la parole de voir des visages en face. Et puis, du coup, je laisse Mélissa plutôt faire la médiatrice pour le chat. Du coup, moi, je crois ne pas y avoir accès d'ailleurs. Peut-être que ça va arriver. Mais vraiment, n'hésitez pas à interagir le plus possible. On n'est pas très, très nombreux. Donc, c'est idéal pour aussi poser vos questions, pour avoir ce moment privilégié pour avancer. Donc, juste pour me présenter très rapidement. Donc, moi, c'est Jasmine. Je suis franco-britannique pour l'anecdote. J'ai fait mes études à HEC. J'ai notamment fait le master entrepreneur avec Polytechnique en dernière année. J'ai cofondé en sortant d'école Vocation. Vocation qui est un média pour les jeunes, pour les aider à trouver leur voie, à choisir leur prochain métier. Donc, on n'a pas encore beaucoup couvert le métier d'avocat, mais ça ne saurait tarder. Et du coup, on travaille aussi avec des entreprises, des écoles,
sur leur image de marque, sur leur marque employeur, donc sur ce qu'elles renvoient au monde et comment elles peuvent recruter des jeunes talents. Et à côté de ça, je fais aussi du freelance, donc je suis indépendante sur ces mêmes sujets et j'interviens beaucoup sur tout ce qui est renouveau du travail, notamment dans le contexte actuel et appliqué aux jeunes particulièrement. Donc voilà, juste pour vous présenter du coup le média que j'ai créé très rapidement, parce qu'il peut y avoir des contenus qui peuvent vous intéresser. Donc on est sur ces 3 canaux et puis ça fera écho à la présentation par la suite en termes de personal branding. Donc on a notamment un podcast, une newsletter et un compte Instagram. Aujourd'hui, on a plus de 30 000 jeunes qui nous suivent. Donc on a développé une vraie communauté dans le temps. Ça sera un autre de mes points par la suite. Mais si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc, pour vous expliquer un peu comment ça se passait aujourd'hui, on va faire une petite introduction. Ensuite, on va définir un peu justement ce que c'est que le personal branding, un mot qu'on voit beaucoup passer, notamment sur LinkedIn, mais qui peut parfois être très opaque et en même temps englobe une réalité très complexe. Et ensuite, on va l'incarner, vous apprendre à se lancer. Et puis après, un petit moment de questions-réponses avec quelques avertissements aussi sur le sujet. Alors, j'entends des bruits parasites. Peut-être que quelqu'un a son micro allumé. Pardonnez-moi, c'est bon. Donc, c'est parti. Alors, déjà, une petite question d'introduction. C'est quoi pour vous le personal branding? Qu'est-ce que vous comprenez avec ce terme? Vous pouvez mettre vos réponses dans le chat. Je suis curieuse, sans entrer dans le vif du sujet, ce que ça représente, ce que ça vous évoque. Est-ce que vous avez des exemples de personnes qui, pour vous, sont un peu l'incarnation de cette notion? Voilà, très ouvert comme question. Moi, j'ai mis ma réponse, mais j'attends de voir celle des autres avant de te les partager. Parfait, tu me dis. J'ai essayé de faire celle qui n'avait pas la vraie définition. Oui, non, mais après, la définition est très opaque. On a quelqu'un qui nous dit qu'elle n'a jamais entendu ce terme. Une autre personne, image de marque individuelle. Nice. David qui nous dit image de marque, notre garde des sceaux. Je n'ai pas la référence du garde des sceaux, mais peut-être que tu veux nous en dire plus. Je n'y connais rien. Ok. Parfait, bah, c'est l'occasion c'est vraiment le but de ce webinaire, donc ça tombe bien. Donc le personal branding, c'est exactement ce qu'a dit l'un d'entre vous, c'est l'image de marque personnelle. C'est en gros comme une marque, une entreprise a sa marque, donc qui est sa réputation, sa notoriété, ce qu'elle véhicule auprès du monde. C'est comme ça que vous la connaissez. Bah, on peut avoir une marque personnelle, une marque qui nous est propre, qui est un peu ce pourquoi on vous connaît, ce qui fait de vous quelqu'un d'unique et surtout d'un point de vue réputationnel, ce que vous renvoyez au monde, mais vraiment à l'échelle individuelle et non pas à l'échelle de votre entreprise. Donc c'est comme grosso modo, on prend branding, donc marque, mais appliqué à sa personne. Donc c'est sans vous surprendre aujourd'hui pourquoi c'est important, parce qu'on est dans une course de création de contenu. Vous devez l'avoir vu particulièrement depuis le confinement, mais on est vraiment dans une accélération du nombre de contenus qui sont créés sur toutes les plateformes, que ce soit sur LinkedIn, sur les blogs, sur même la production de webinars. Donc dans tout ce brouhaha, on peut s'y perdre, notamment dans plus tout ce qui est vraiment communication de marque. Et du coup, ce qui fait que beaucoup de contenus ne sont jamais vus. D'où l'intérêt du personal branding, c'est vraiment pour sortir du lot parce que c'est votre voix, c'est votre prise de parole. Et donc, c'est beaucoup plus incarné, beaucoup plus authentique. Et ça vous permet de faire du contenu lié à votre entreprise, par exemple, lié à votre création d'entreprise, lié à votre cabinet, lié à votre statut en tant qu'employé, mais qui vous permet aussi de sortir du lot parce que c'est beaucoup plus incarné qu'un contenu de blog, les 5 conseils pour, par exemple. Je ne sais pas si c'est le genre de contenu que vous créez, mais qui sont beaucoup plus noyés dans cette masse et dans ce brouhaha que j'appelle de contenu. Donc, surtout, le personal branding est utilisé pour développer donc, son image personnelle, pour se faire connaître déjà, pour affirmer votre expertise, par exemple, sur une niche. Donc, si vous êtes avocat expert dans un seul type de droit ou pour un seul type de client, c'est par exemple votre niche et c'est là que vous allez vous démarquer. Peut-être aussi pour des projets plus personnels, donc sur vos passions. Vous pouvez être avocat et fan, je ne sais pas,
musique de jazz et vous avez vraiment une expertise, vous pratiquez le saxophone et peut-être que c'est une façon aussi de vous démarquer. Pour développer votre notoriété, donc c'est aussi pour attirer une audience plus large. Donc vous avez déjà votre réseau personnel, mais c'est pour aller chercher plus loin. Et puis pour valoriser votre profil. Donc là, c'est plutôt dans une situation de recherche d'emploi, de création d'entreprise, sur peut-être une envie aussi de reconversion. Beaucoup utilisent leur personal branding aussi comme un levier pour aller vers une reconversion, pour valoriser qu'ils ne sont pas juste, je ne sais pas, Jasmine, entrepreneur dans l'orientation et en recrutement, mais je peux être aussi Jasmine, je ne sais pas, formée en design et du coup, je montre que j'ai une personnalité un peu différente. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions au fur et à mesure. Mélissa, je te laisse me couper s'il y en a, comme je ne les vois pas. Donc, moi, je suis curieuse de savoir, là, avec cette petite introduction, pour vous, aujourd'hui, c'est quoi vos besoins de personal branding, plutôt sur ce qu'on disait sur le début, donc se faire connaître, notamment quand vous allez lancer votre activité, pour développer la notoriété de votre entreprise, pour trouver des clients. Donc voilà, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans le chat. Ça nous donnera une idée un petit peu plus précise de vos besoins aujourd'hui. Là, j'ai Sandrine qui nous a répondu 1, 2 et 3. Génial. Alors peut-être que du coup, vu que tu partages ton écran et qu'on voit la caméra, on voit plus très bien les numéros. Ouais, yes. Tu as 1, 2 et 3, donc 3 et 2. Développer sa notoriété, trouver des clients. 1 et 2. Se faire connaître, développer 1, 2 et 3. 1, 2 et surtout 3. Donc j'ai l'impression qu'il y a un immuable, c'est les clients. Quoique, Mathilde et Sonia nous disent 1 et 2. Là, c'est parce qu'on est un projet entrepreneurial aussi. Marianique, 2 et 5. Ouais, top. Bah, c'est le but, hein, donc c'est tout à fait dans l'ordre du jour. Je voulais juste rappeler donc un peu l'importance et la pertinence aussi de ce personal branding, si on veut le dire comme ça, parce que c'est un vrai actif pour vous. C'est quelque chose qui n'appartient pas à votre entreprise, qui en fait est directement lié à qui vous êtes. Donc évidemment, si vous êtes chef d'entreprise, vous êtes quand même plus directement lié à votre communication d'entreprise. Mais c'est un actif qui vraiment dure dans le temps, qui vous appartient, qui est différenciant. Et donc, si vous changez de cabinet, si vous décidez d'entreprendre, etc., ça va vous suivre. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important à garder en tête et quelque chose à garder aussi à entretenir au fur et à mesure de la construction de cette marque personnelle. C'est par exemple quand vous allez choisir, donc je prends l'exemple des freelances, donc des indépendants qui utilisent beaucoup cette notion de personal branding parce que eux donc sont leurs propres chefs d'entreprise, mais donc l'utilisent pour aussi se démarquer, être choisis par leurs clients parce que ils sont plus actifs, par exemple sur la création de contenu dédié sur le design appliqué à tel genre de business model. Donc c'est un exemple. Donc c'est ce qui fait que vous allez choisir de bosser avec quelqu'un. Pareil pour le recrutement, pareil pour tout un tas de paramètres. Donc c'est vraiment important de bien garder en tête que c'est un actif différenciant à vous et surtout dans le temps. Donc ça prend du temps, mais c'est pour la bonne cause. Alors je me posais la question de personnes que vous avez peut-être que vous suivez sur les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram même, qui vous inspirent ou en tout cas que vous observez leur prise de parole. Donc ça peut être sous forme d'articles, de podcasts, enfin plein de formats différents, on va y venir. Mais je me demandais comme ça si vous aviez des exemples, donc j'en ai quelques-uns à vous partager par la suite, mais de personnes, que ce soit en droit ou dans tout autre secteur, que vous observez sur les réseaux et qui vous inspirent. Je suis curieuse d'avoir vos exemples. Faut que j'aille voir sur mes réseaux. Voilà. C'est ceux qui postent le plus souvent. Bah, si vous êtes sur LinkedIn, du coup, pour les nouveaux, suite au dernier webinaire, vous allez voir, c'est souvent ceux qui prennent la parole le plus souvent. Après, Ouais. vous pouvez pas aimer On a leur eu des réponses sur le chat. Ouais. On a Kissy Perron de Crédit Plus Financement et un peu plus centré sur le droit et la profession d'avocat. Mathilde nous parle de Fleur d'avocat,
qui est une avocate en fait qui fait un podcast assez Tout à fait. intéressant sur divers aspects de la profession. Génial, bah, c'est exact, c'est des très bons exemples. Alors moi, je vous en ai mis qui sont pas en droit. Et puis ça, vous pouvez vous demander justement par rapport à ces exemples, pourquoi vous les suivez. Donc par exemple, si vous écoutez un podcast comme Fleur d'avocat, bah, qu'est-ce qui vous plaît dans leur contenu? Et ça sera une bille de réflexion aussi pour vos contenus par la suite. Donc, je vous ai mis plusieurs exemples de secteurs complètement différents. Mais donc là, c'est 3 indépendants qui travaillent avec leurs clients respectivement sur du copywriting, donc l'écriture d'articles, de la création de marques, du conseil plutôt en organisation, et qui chacun ont développé un actif, donc une sorte d'univers autour de la personal branding. Donc, par exemple, Alexis a créé donc, un podcast qui s'appelle Tribu Indé. Aujourd'hui, il a écrit un livre aussi grâce au podcast. Noémie qui a créé une newsletter et un podcast qui s'appelle The Storyline pour parler de storytelling parce qu'elle est experte aussi de rédaction de contenu et de création de marques autour du contenu. Samuel qui a créé un documentaire sur le futur du travail, sachant que lui-même est consultant futur du travail, ou d'autres que vous connaissez peut-être un peu mieux, qui sont un peu plus connus, mais comme Pauline Legnaud qui a le podcast Le Gratin, qui est la fondatrice de Gemio. Donc Le Gratin, qui a un podcast de personnes qui ont eu des succès et donc qui partagent leur succès et qui a vraiment utilisé ce levier pour faire connaître sa marque de bijoux, donc qui en soi n'a rien à voir. Mais comme ça, elle est connue, sa marque est connue et ça lui permet d'augmenter considérablement ses ventes. De même pour Grégoire Gambato, qui peut être un bon exemple pour ceux qui sont dans des petits cabinets, qui a créé donc lui un cabinet de growth hacking. Donc c'est tous les outils pour automatiser, pour aller chercher le plus de clients possible. Et donc qui est très très vocal sur LinkedIn. Si vous vous mettez à le suivre, il peut être un peu, il n'est pas très consensuel, mais en même temps ça marche. Il a une audience vraiment énorme sur ces réseaux-là. Ou Guillaume Moubèche, le fondateur de Lemlist, qui pareil prend beaucoup la parole, qui a créé vraiment un ton très unique, mais qui en fait valorise clairement sa marque et son entreprise qui fonctionne grâce à ces prises de parole-là. Donc maintenant, à nous de jouer. Donc je vais vous donner quelques clés pour construire votre personal branding en quelques étapes. Donc du positionnement à tenir dans le temps et au lancement de votre naissance sur les réseaux sociaux. Donc déjà, je veux vous dire qu'il ne faut pas le voir comme une énorme montagne, il ne faut pas se précipiter, il faut faire les choses pas à pas et prendre son temps parce qu'à la fin de la journée, on se lance dans ce projet-là que je vais vous l'expliquer après, peut prendre pas mal de temps sur cette prise de parole sur les réseaux dans un objectif bien précis. Donc, par exemple, pour les entrepreneurs parmi vous, on va peut-être aller se créer donc, son image de marque personnelle pour attirer des mentors, des investisseurs, des talents, des clients. Donc, on a une stratégie particulière et donc on va créer toutes nos prises de parole, toutes les valeurs qu'on va afficher, les contenus qu'on va créer vont être dans le but de cet objectif précis. Donc, j'aimerais juste que vous preniez quelques instants pour réfléchir et noter quels seraient pour vous vos objectifs. Donc, ça fait écho au petit vote de tout à l'heure. Mais pour là, avoir en tête un peu qu'est-ce qui, pour vous, serait l'objectif principal de ces prises de parole, de cette image de marque que vous avez envie de créer autour de votre personne. Là, je vous laisse quelques instants pour noter. Parfait. Et donc, en attendant, je voulais vous faire une petite pas mise en garde, mais juste vous rappeler que le personal branding marche et fonctionne en étant authentique, compréhensible et intelligible. Il faut que les gens puissent vous comprendre qui vous êtes très rapidement. Il ne faut pas avoir peur de se mouiller, puisque évidemment, c'est votre propre voix. Vous ne cachez pas derrière une entreprise. Donc, ça va être aussi être prêt à raconter parfois vos réussites, vos échecs, de manière aussi récurrente. Donc, un personal branding se construit dans le temps. Ce n'est pas juste une prise de parole perdue dans le lot. Évidemment, ce n'est pas non plus raconter votre vie privée. Vous ne pouvez pas tout dire. C'est simplement raconter certains aspects de choses que vous vivez, de vos valeurs, notamment liées à votre business. Et évidemment, c'est quelque chose que vous faites pour vous avant tout. Donc, ne vous lancez pas dans le développement de projets qui ne vous plaisent pas ou ne vous ressemblent pas. Déjà, ils ne vont pas avoir d'écho auprès de votre audience, mais surtout, ça va vite vous fatiguer et vous n'allez pas avoir envie de continuer. Donc, par exemple, je vous donne un contenu que j'ai créé qui a vraiment bien marché,
j'ai écrit un article dans une newsletter que j'anime avec Carla, mon associée sur le projet de vocation, où on raconte notre première année d'activité, et donc que j'ai nommé « Sinon, tu cherches quand un vrai job ?» C'est une question que j'entends beaucoup, mais donc un article très long, mais assez détaillé, qui nous a permis en fait, d'interagir avec beaucoup de gens et surtout nous faire connaître et nous sortir du lot des entrepreneurs qui peut-être partagent moins leurs aventures et qui a vraiment créé beaucoup d'opportunités pour nous. Donc, c'était juste un simple exemple. Et donc, tout ça pour dire qu'une fois que vous avez défini l'objectif de cette prise de parole, de ce personal branding, il va falloir travailler sur son positionnement. Donc, grosso modo, c'est qu'est-ce qui vous différencie, pardon pour la faute de frappe, pourquoi vous suivre, pourquoi est-ce que vous méritez l'attention de votre audience, définir précisément qui vous êtes pour savoir en un regard, en un coup sur votre profil LinkedIn, sur votre Twitter, sur votre Medium, enfin sur le canal que vous allez choisir, qui vous êtes. Donc, vous allez comme ça, de la même manière qu'on va définir un positionnement de marque avec le produit, les éléments différenciants, la cible et la raison d'y croire, on va faire ce travail d'écrire un peu sa raison d'être, sa proposition de valeur en tant que personne. Donc, c'est un petit peu abstrait, mais si on prend l'exemple de vous avez envie de vraiment valoriser tel type de droit par un podcast avec votre spécialité qui est celle de votre cabinet, bah, vous allez faire cet exercice pour, OK, ce podcast, c'est le podcast pour mieux comprendre, je sais pas, les droits de la famille, qui est différent parce que au format audio, pour une cible d'avocats spécialisés et qui sort toutes les semaines. Donc, vous allez vraiment donner un maximum de contexte. Et ça va vous permettre de définir aussi comment vous allez vous y prendre pour vous-même et pour vos différents formats. Donc, c'est un exercice à faire assez régulièrement, mais qui est super important avant de vous lancer. Ensuite, il y a cette vraie question de la cible, à qui vous voulez vous adresser. Donc, vous allez partager pour certains tout à l'heure votre envie d'utiliser votre personal branding pour recruter. Donc, en l'occurrence, vous allez vous dire, OK, ma cible, c'est ce type d'avocats qui sont de tel âge, avec telles expériences, où est-ce que je vais les trouver? Et du coup, comme ça, vous faire dresser une sorte de fiche un petit peu persona, donc on appelle un peu dans le jargon. Et donc, c'est un peu cette fiche de personne type à laquelle vous vous adressez. Pour l'apprendre à les connaître, c'est très simple. Soit vous êtes votre cible, soit vous travaillez déjà avec elles, par exemple pour des collaborateurs. Vous pouvez les interroger, les observer, aller les voir en fonction de la personne qui vous intéresse. Donc, par exemple, si vous êtes avocat spécialisé pour les startups, notamment sur la création d'entreprises, le dépôt de statut, etc., pourquoi pas. Donc, votre cible, c'est l'entrepreneur, peut-être en début d'activité. Vous allez voir ce que font les incubateurs, etc. Et vous allez beaucoup mieux comprendre quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins et qu'est-ce qu'ils vont chercher en vous suivant. Donc ça vous permettra vraiment de définir le ton, les canaux, les formats qui correspondent le mieux. Donc, vous pourrez reprendre ce petit template que je vous propose, assez simple, mais qui vous permet vraiment de gagner du temps sur le type de contenu et le type de prise de parole que vous allez faire. Ensuite, évidemment, regardez ce qui se fait ailleurs. Faites votre veille, ne partez pas de rien. Il y a déjà beaucoup de contenu qui existe. Par exemple, quand vous faites un post sur LinkedIn, vous pouvez partager une étude qui a été faite ou par exemple de KPMG sur tels et tels enjeux sur le travail, par exemple, si c'est votre sujet. Vous pouvez regarder donc déjà ce qui se fait à l'étranger aussi. Donc, si vous êtes sur une niche où le droit étranger est pas mal couvert. Donc là, je vous donne l'exemple de Johan Lopez qui écrit une newsletter sur les finances personnelles. Lui dit lire 2 heures par jour pour regarder ce qui se dit aux États-Unis. Que font vos concurrents? Regardez aussi le type de contenu que eux créent. Et puis évidemment, toujours garder un temps aussi pour nourrir votre réflexion, pour consommer d'autres contenus, pour pouvoir en partager. Donc là, encore une fois, je ne vous dis pas de faire ça dans l'extrême et d'y passer vraiment trop de temps, mais choisissez quelques ressources, que ce soit des magazines spécialisés, des podcasts, des livres, que vous allez consommer chaque semaine et qui vont nourrir aussi cette création de contenu. Sinon, on peut vite être à sec. Et alors qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent, le but, ce n'est pas forcément de toujours refaire, mais simplement de partager. Ensuite, une fois que vous avez défini vos objectifs, votre positionnement, à qui vous adressez, vous allez vous attaquer à votre ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est pourquoi? C'est pour avoir toujours en tête, dans toutes vos prises de parole, tous vos contenus, qui vous êtes, qu'est-ce qui vous rend unique, qu'est-ce qui fait la cohérence de votre marque. On veut que ce soit identifiable,
Donc, c'est ce qui va faire que pour une marque plus traditionnelle, on va tout de suite reconnaître, OK, avec ces codes, ces couleurs, ce sera toujours ce type d'entreprise. Aussi, ça va permettre d'orienter votre discours pour cadrer les messages que vous allez faire passer. Donc, comme on parlait des objectifs tout à l'heure, le but, c'est d'avoir que quelques messages à faire passer, que ce soit sur votre expertise, sur du recrutement, par exemple, et toujours rester fidèle à ça et pas vous éparpiller. Ça sert à rien, ça va se brouiller et du coup, autant être beaucoup plus focalisé sur une thématique. Et surtout, plus vous êtes, entre guillemets, unique, plus on va vous suivre, vous et pas quelqu'un d'autre. Et donc, un ton propre, un rythme récurrent, une audience qui sera fidèle, en fait, à ce que vous proposez. Et donc, pour ça, je vous propose un petit exercice à faire par la suite quand vous creuserez un petit peu plus le sujet, mais notamment de faire la liste des thématiques, des sous-thématiques que vous souhaitez aborder, le ton, le style, le vocabulaire. Donc, par exemple, si vous êtes quelqu'un de très enjoué, très extraverti, plutôt humoriste, enfin, voilà, qui fait plutôt des blagues, bah, vous allez adopter ce ton-là dans vos contenus aussi, parce que vous n'allez pas changer qui vous êtes. Le but, c'est encore une fois la marque personnelle. Donc, c'est typiquement le genre de questions qu'il faut vous poser. L'angle de vos contenus aussi. Donc, par exemple, je vous parlais d'Alexis Benkela de Tribu Indé tout à l'heure. Lui, donc, s'est lancé en tant qu'indépendant et a lancé Tribu Indé, qui est un média pour donner la parole aux indépendants pour plus avancer que lui dans leur positionnement, dans leur marque, dans leur maturité commerciale. Et donc, pour leur demander des conseils sur comment se développer, comment aller chercher des clients, etc. Et donc, lui se met vraiment comme un novice qui donne la parole à des plus experts. Et donc, tous les novices comme lui se reconnaissent dans son contenu. Il en est un peu la voix. Donc, c'est clairement un parti pris de sa part d'être le novice qui part à la recherche des experts. Ça peut être un format complètement différent où vous êtes l'expert et vous prenez la parole. Donc, il faut bien choisir un peu votre langue de vos contenus et comment vous souhaitez les aborder. Et évidemment, rester fidèle à vos valeurs. Choisir des mots-clés qui vous caractérisent, ça permettra aussi à votre audience de s'y retrouver. Ensuite, une fois que tout ça est défini, vous avez un petit peu une idée claire de comment vous voulez procéder. Vous pouvez définir votre stratégie de contenu. Un contenu, ça peut et ça doit se décliner et se réutiliser. Pour pas non plus trop vous fatiguer, évidemment, quand vous allez écrire, ou par exemple, si vous lancez un podcast et vous faites un podcast sur un expert prend la parole, vous allez avoir le format audio, donc sur les plateformes d'écoute. Vous pourrez le décliner par un article sur votre blog d'entreprise. Vous pouvez ensuite faire un post LinkedIn, un post Twitter si c'est la plateforme que vous utilisez. Donc, un contenu, c'est un message. Et ensuite, le message s'incarne par différents formats, plus ou moins courts. Et ça va dans les deux sens. Vous pouvez vraiment adapter et faire comme ça des contenus que vous réutilisez, que ce soit dans le temps ou au moment de la sortie. Ça vous permettra de gagner aussi beaucoup de temps. Donc, les canaux, on en a parlé, il y a les réseaux un peu socio-professionnels et ensuite tous les réseaux un peu plus de newsletters, de podcasts, de blogs et puis vos blogs personnels. Mais c'est l'endroit où vous allez rencontrer votre audience. Et ensuite, en fonction du temps et des formats que vous allez développer, vous allez aller sur différents réseaux. Les formats, je ne vous les apprends pas. Pareil, vous choisissez aussi ce que vous avez envie de créer. La fréquence, moi, je vous conseille de commencer par un format mensuel ou bimensuel pour pas non plus trop vous épuiser et vous lancer tout de suite dans un travail faramineux. Chaque chose en son temps. Lancez les choses brique par brique. Si vous avez une envie de première prise de parole, par exemple sur LinkedIn où vous partagez chaque semaine un article, etc. Commencez par ça, voyez si ça plaît, voyez si vous arrivez à tenir le rythme et après on verra. Grosso modo, c'est toujours le conseil que je donne, c'est ne vous précipitez pas, chaque chose en son temps, construisez étape par étape. Je voulais vous donner quelques exemples. Donc, par exemple, j'ai trouvé ce podcast Droit devant où je vous parlais comme exemple tout à l'heure Grégoire Gambato, donc lui qui est un peu expert des posts LinkedIn, donc qui fait beaucoup de posts. Donc là, en l'occurrence, un post qui a fait 15 millions de vues sur comment il s'y est pris. Voilà, donc quelques exemples de contenu, de posts, de prise de parole que vous pouvez avoir. Il y en a beaucoup d'autres, notamment plus vous êtes expert et plus vous êtes sur une niche, plus les prises de parole aussi seront plus spécifiques. Mais donc, c'était pour vous donner quelques exemples. Une fois que vous avez défini votre ligne éditoriale, votre stratégie de contenu, votre plan un peu de positionnement, vos objectifs, vous allez définir un plan de communication. Donc, c'est comment je vais partager les contenus que j'ai créés, le message que je veux faire passer.
Donc déjà, une question à vous poser, c'est est-ce que vous voulez le faire de manière un peu descendante ou est-ce que vous voulez fédérer une communauté? Ensuite, c'est est-ce que je lance un nouveau format? Donc dans ce cas-là, il faut que j'annonce que je lance un nouveau format. Comment je souhaite le diffuser? Sur quels canaux? Comment est-ce que ça s'incarne? Donc moi, je vous conseille toujours, donc là, c'est quelques petits exercices que je vous conseille, mais c'est de toujours utiliser, prendre votre temps, choisir un format avec lequel vous êtes à l'aise. Si c'est un format un peu phare comme une newsletter, un podcast, où vous avez envie qu'il y ait déjà une audience clé au moment où vous allez partager votre premier contenu, je vous conseille de faire un peu de teasing, de partager, de raconter en fait l'aventure de la création de ces contenus-là. Ensuite aussi, je vous conseille de vous focaliser sur donc, ce que j'appelle un call to action, mais donc c'est un endroit où vous allez rediriger toutes vos prises de parole. Donc par exemple, je vous prends mon exemple personnel. Nous, on écrit donc des newsletters, des podcasts, des articles, parfois on produit des vidéos, mais à chaque fois, on redirige notre audience vers notre compte Instagram parce que si à chaque fois on dit ah bah là, allez sur le podcast, allez, etc., les gens se perdent et du coup, ils vont pas aller jusqu'au bout, jusqu'à lire vraiment notre contenu. Je ne sais pas si vous écoutez beaucoup de podcasts, mais c'est assez compliqué de faire découvrir un podcast à une audience. Du coup, ça va se faire étape par étape. Donc, toujours choisir un endroit qui est le plus représentatif de qui vous êtes pour rediriger chacun de vos auditeurs, de vos lecteurs vers ce même endroit et ensuite faire un peu l'effet entonnoir où ensuite vous allez partager le reste de vos contenus, mais pour avoir un peu un lieu de rencontre entre votre audience et vous. Et évidemment, une fois qu'on a décidé exactement quel contenu on allait créer, quelle prise de parole on allait faire un calendrier éditorial si c'est quelque chose que vous voulez vraiment mettre en place. Donc, c'est prévoir quand vont sortir vos différents contenus. Et quand je dis contenu, ça peut être un post Twitter ou un post LinkedIn. C'est juste fait pour vous éviter de perdre du temps. Il n'y a rien de pire que de prévoir au dernier moment. Si vous vous êtes engagé, entre guillemets, à, par exemple, écrire une newsletter toutes les 2 semaines, et que vous avez complètement oublié de produire celle de dimanche, bah là, vous allez être dans le rush, on est jeudi, ça va être un petit peu, ça va vous prendre l'esprit, ça va être une vraie charge mentale, alors qu'il suffit juste de s'organiser, de prendre la main sur vos agendas et de toujours prévoir vos sorties. Et pour ça, il y a beaucoup d'outils qui vous permettent d'automatiser tout ça, notamment pour les podcasts Anchor que j'utilise, pour vos posts Instagram, etc., le Facebook Manager. Pour LinkedIn, il me semble que ça n'existe pas encore, mais vous pouvez du moins écrire vos posts à l'avance, vous mettre un rappel et les publier au moment de la sortie. Donc, encore une fois, le plus vous serez organisé, le mieux ça se passera pour pas que ça vous prenne trop de temps. Et je voulais juste vous dire aussi que peut-être que certains d'entre vous, comme vous ne connaissiez pas, vous avez peut-être peur aussi d'ennuyer votre réseau, de faire le premier pas. Il y a une sorte de syndrome de l'imposteur aussi, à ne pas se trouver pertinent pour prendre la parole. On passe tous par là, c'est normal. Le but, c'est de combattre un peu ce syndrome. Il y a plein de façons de le faire, notamment en ne prenant pas la parole personnellement. On ne vous oblige pas du tout à raconter vos galères, vos réussites, etc. Mais en donnant la parole à ceux que vous interviewez, par exemple. Donc là, je vous ai mis un exemple de post qui avait très bien marché, où je racontais une collaboration qu'on avait fait sur plein d'indépendants pour notre podcast. Et c'est eux qui apportent la valeur, c'est pas moi, mais je le partage. Donc, il y a plein de façons et de petits détours comme ça que vous pouvez utiliser pour ne pas vous laisser prendre à cette peur de vous lancer. Et évidemment, entourez-vous, contactez des personnes qui ont la même démarche que vous, peut-être d'autres cabinets ou d'autres avocats qui partagent cette démarche sur un autre thème, sur une autre niche, et demandez-leur leurs conseils. En rencontrez-les, ça va vous aider aussi à créer votre personal branding le mieux possible. Jasmine, oui, j'avais juste une question. Tu disais de prendre de l'avance, de s'organiser un petit peu avec son calendrier éditorial. Tu as parlé de newsletter, de pas mal de choses. Est-ce que, peut-être que toi, tu peux partager les 2-3 outils que tu utilises et qui te simplifient la vie sur justement la planification de tes contenus, où est-ce que tu les écris, avec quoi tu envoies, etc. Ouais. Sachant que j'ai partagé 2-3 tips dans le chat de mon côté pour les autres. Mais ouais, avec plaisir. Alors, comme je vous le disais, moi, du coup, j'utilise déjà, je pense que je vous ai mis une slide d'ailleurs sur le sujet. Voilà. En gros, moi, ce que j'utilise beaucoup, déjà, c'est que je structure mon agenda le plus possible. Donc là, c'est pas mon agenda, je vous rassure, que j'ai mis en photo, c'est une image libre de droit, mais mon agenda ressemble quand même pas mal à ça, où par type d'activité, je vais en fait créer des blocs de temps
alloué à chacune d'entre elles. Sinon, j'utilise moi Notion, qui est un petit peu comme un Drive décentralisé, un peu quand Word rencontre Drive, c'est un peu compliqué, mais qui est une sorte d'outil de prise de notes et de gestion des connaissances dans notre organisation, qui est un peu mon endroit où j'écris tout, je mets tout, je suis tout. Et là, lui, il regroupe beaucoup de fonctionnalités, mais pas mal de personnes sinon utilisent Trello, qui est un outil pour organiser aussi, un outil de gestion de projet en fait, pour organiser son calendrier. Et après, plus spécifiquement pour les contenus que je crée, nous, comme on est beaucoup donc, sur Facebook via Instagram, on utilise le Facebook Programme Manager, qui est du coup un outil, une sorte c'est la brique business de Facebook qui permet en fait d'avoir la main sur le web de tous vos contenus, de programmer vos publications, d'interagir avec votre audience de manière beaucoup plus simple que sur les réseaux sociaux. Pour notre podcast, on utilise un outil qui s'appelle Anchor. Pareil, on peut programmer les publications. Donc, je prépare tout à l'avance, parfois des mois à l'avance, je ne vous cache pas. Et ça me libère une charge mentale énorme. Et ensuite, le jour de la sortie, je vais faire 2-3 interactions sur les réseaux, je vais commenter, etc. Mais ça reste peu de temps comparé à la prise de temps. Et donc, tout ça, ça va être un peu à vous d'utiliser les outils que vous utilisez déjà en fonction des contenus spécifiques. Donc pour les podcasts, vous avez plein de plateformes qui vous permettent de tout centraliser, de prévoir. Pour les newsletters, les plus connus sont Mailchimp ou Substack si vous écrivez une newsletter un peu plus éditorialisée que nous, on utilise. Donc il y a plein d'outils. Il faut trouver celui qui vous convient. Ne pas se laisser non plus perdre dans les outils parce qu'on peut vite se laisser prendre. Mais créer un peu votre routine, votre calendrier, votre façon de fonctionner. Par exemple, si vous avez envie d'être présent sur LinkedIn, vous pouvez vous dire, je me mets un réveil dans mon agenda tous les mardis, jeudis, je crée un post LinkedIn, donc je me mets quelque chose de 9h à 9h30 où je le rédige et je le poste. Ça peut être des petites techniques comme ça, très simples, mais qui vous permet aussi de toujours garder le cap et de ne pas vous laisser prendre dans l'opérationnel aussi, qui peut parfois vous faire oublier cette petite brique-là. Ok, merci Jasmine. Et peut-être juste un petit truc à ajouter sur le syndrome de l'imposteur, puisqu'on a fait cette newsletter sur cette matinale sur LinkedIn. Sachez que si votre post est nul, très concrètement, il ne sera pas vu. Parce que l'algorithme de LinkedIn, si votre post n'est pas liké, n'est pas partagé, n'est pas commenté, en fait, il y a peut-être 3 ou 4 de vos contacts qui les verront et ça ne sera pas les plus pertinents, donc c'est pas très grave. C'est ça aussi qu'il faut se dire, au-delà du syndrome de l'imposteur, ça risque de pas être vu, donc autant le tenter, quoi. Voilà, ça c'était Complètement, et c'est valable pour tous vos contenus, hein. Même s'il est peu apprécié et ensuite on vous contacte pour vous dire j'ai pas du tout aimé ce contenu, etc. Au contraire, c'est l'occasion d'en savoir plus sur pourquoi ils l'ont pas aimé qu'un échec en tant que tel. Donc il faut vraiment pas avoir peur. Les algorithmes en effet nous empêchent ce genre de bide, mais c'est important. Un autre point que je voulais aborder, c'est l'importance d'apprendre à se présenter. Donc, c'est un exercice, je pense, que vous faites souvent, notamment quand vous êtes amené à rencontrer vos clients. Mais c'est valable aussi pour se présenter personnellement, dans un cadre plutôt de personal branding. Donc, encore une fois, je vous renvoie vers la matinale développer son profil LinkedIn parce que c'est souvent là que vous allez être amené à écrire votre présentation personnelle de manière très brève. Mais donc, moi, je vous conseille de préparer à l'oral et à l'écrit une petite prise de parole où vous expliquez qui vous êtes avec différents formats. Donc là, je vous mets 20 secondes, 1 minute, 5 minutes. Mais c'est un peu ce qui va vous permettre aussi de rencontrer votre audience. Et à l'écrit, c'est ce qui va être, par exemple, sur LinkedIn, votre description. Sur Twitter, pareil, votre description, sur tous les réseaux, sur votre podcast, sur votre newsletter. C'est un peu la phrase qui présente qui vous êtes, qui explique votre positionnement, qui explique votre stratégie et pourquoi vous le faites et pourquoi on devrait vous suivre. Donc, important de refaire régulièrement ce petit exercice qui n'est pas toujours évident, mais qui va vous permettre d'économiser pas mal de temps aussi. Hop. Voilà, donc après, je voulais aussi vous rassurer sur le fait que, sur ce que disait Mélissa d'ailleurs, sur ce un peu, vous n'êtes pas seul en fait à avoir cette démarche-là. On est tous entrepreneurs ou dans des cabinets, on cherche à avoir des nouveaux clients, à se faire connaître, à se démarquer. On n'est pas seul, donc n'hésitez pas à solliciter ceux qui le font, que vous trouvez qu'ils le font bien pour apprendre d'eux.
Trouver des partenaires aussi pour faire des ponts entre vos contenus, des ambassadeurs. Impliquer votre audience aussi, demandez-leur si ça leur plaît, de relayer, de partager. Le bouche à oreille, c'est vraiment le levier le plus puissant et vous le connaissez d'un point de vue commercial, mais ça sera de même pour votre personal branding avec des supports qui seront faciles à partager au-delà de cas d'usage client ou de recommandations de clients après une prestation de votre part. Mais là, ça va être, mon avocat a créé ce super podcast sur ce sujet, je te conseille de l'écouter. Et du coup, planter la graine aussi pour de futurs clients. Donc ça, c'est très important. Vous n'êtes pas seul dans cette démarche, que ce soit pour vos collaborateurs ou les personnes qui ont la même démarche que vous sur les réseaux, n'hésitez pas à la contacter. De même, vraiment, je ne peux pas appuyer le plus l'importance de l'audience. Vous créez donc du contenu pour des potentiels prospects, pour des potentiels recrutements, pour une cible en particulier que vous avez identifiée en amont. Mais après, une fois que vous êtes lancé, il va être super important de lui demander son avis, de répondre à ses questions, de petit à petit, en fait, apprendre à les connaître, de vraiment privilégier la qualité sur la quantité aussi. À moins que vous ayez la capacité, par exemple, si c'est dans un optique commercial, d'absorber un nombre de clients faramineux, vous allez plutôt privilégier une sorte de deal flow entrant plutôt récurrent. Et donc, encore une fois, avoir une petite audience sur un podcast, sur une newsletter, même sur Instagram, etc., c'est pas grave tant que c'est une audience qui est pile celle que vous cherchez à atteindre, qui est pile le genre de client que vous avez envie d'avoir. Vous n'avez pas envie d'être des influenceurs sur les réseaux, c'est pas votre métier, c'est pas l'objectif. Le but, c'est d'avoir des personnes qui vont vraiment être intéressées à votre contenu, à votre entreprise. Et donc, vraiment privilégiez ça et ne vous inquiétez pas si vous n'accumulez pas les likes sur vos publications. Si les bonnes personnes sont touchées, c'est déjà un grand pas en avant. Et ne pensez pas non plus le personal branding en top-down. Donc, c'est comme cette masterclass. N'hésitez pas à poser vos questions. Mais le but, c'est aussi de créer un contenu pour votre audience qui seront vos ambassadeurs, potentiellement des contacts, des clients, pour former une petite communauté, la chérir. Et ça va que vous porter de grands services. Ensuite, évidemment, communiquer à plusieurs échelles. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait de recycler ses contenus. Si vous êtes, par exemple, invité dans un autre podcast, à intervenir dans les réseaux, dans un journal, dans la presse spécialisée, dans un webinar, par exemple, c'est aussi l'occasion de le partager pour faire connaître ce que vous faites à d'autres personnes. Profiter de cet échange de visibilité. Par exemple, là, je vous ai mis des exemples d'un ami qui a été interrogé dans Le Parisien, qui a partagé ça sur son LinkedIn. Nous, pareil, on a été interrogé par le média Welcome to the Jungle, de repartager l'article. À chaque fois, c'est d'utiliser ces occasions pour en parler, pour entretenir la relation avec votre audience. C'est du contenu facile. N'hésitez pas à l'utiliser le plus possible. Et évidemment, il faut penser long terme. Vous vous doutez bien qu'on n'explose pas du jour au lendemain, si ce n'est sur des réseaux comme TikTok que même moi je ne maîtrise pas du tout. Il ne faut pas s'attendre à ça. Ce n'est pas l'objectif, comme je vous le dis depuis le début. Ça se mesure parfois en mois, en années. Ça crée des opportunités sur le long terme. Mais ça marche, vraiment ça marche. Avec de la patience, de la cohérence et surtout de la récurrence. La récurrence parce que, notamment pour rentrer dans le jeu des algorithmes, on en parlait tout à l'heure, mais plus vous êtes fréquent, plus ils vont mettre vos publications en avant en se disant c'est quelqu'un de qualité qui va vraiment faire utiliser la plateforme par nos utilisateurs, donc ils vont vous mettre en avant. Donc il ne faut pas être trop ambitieux non plus au début en se disant ok, je vais publier toutes les semaines, je vais envoyer un article, ensuite je vais être sur LinkedIn, etc. Parce que si vous n'arrivez pas à tenir le rythme, en fait, ça va casser aux yeux des plateformes votre début de lancement. Et donc, autant commencer plus doucement et voir si vous avez la capacité à augmenter en rythme, vous le faites. Mais ne vous perdez pas non plus dans tout de suite vouloir être partout, sur tous les réseaux, sur tous les canaux. Ce n'est pas du tout l'objectif. Il faut commencer petit. Évidemment, je ne vous apprends rien, mais de piloter aussi vos résultats, de faire un point en fait de là où vous en êtes et est-ce que vous remplissez bien les objectifs qu'on s'était fixés au début. Si c'est vous faites ces prises de parole là pour avoir plus de clients, avoir plus de deals entrants qui viennent pour travailler avec vous sur votre expertise précise, de manière, je sais pas, trimestrielle, bimensuelle,
à toute l'échéance que vous souhaitez. Faites un petit point. Combien de personnes est-ce que j'ai rencontrées par ces prises de parole? Combien de clients sont venus grâce à ma réputation sur les réseaux? Piloter aussi de voir si ça correspond bien à ce que eux cherchent, parce que ça ne sert à rien aussi de vous épuiser dans une stratégie de contenu qui ne fonctionne pas à la fois pour vous et pour votre cible. Donc, c'est hyper important de savoir un peu où vous en êtes. Ça peut être annuel, surtout au début, il faut prendre son temps, mais n'oubliez pas non plus de revoir est-ce que vos prises de parole correspondent à votre objectif. Et n'oubliez pas, est-ce que ça vous plaît à la fin de la journée? Vous avez le droit de déconnecter, vous avez le droit de ne pas avoir envie de continuer. Tant que vous communiquez dessus, en fait, il n'y aura aucun souci. Le but, c'est toujours de ne pas disparaître ou de faire des faux plans à son audience. Mais tant que vous communiquez, vous avez le droit d'être en vacances, vous avez le droit parfois de vous déconnecter, même le droit d'arrêter. Donc, n'hésitez pas à avoir ce recul-là aussi. Et pour aller vers la fin de cette intervention, encore quelques exemples, mais je voulais vous avertir, bien sûr, que c'est ce que je vous dis depuis le début, mais il ne faut pas chercher la perfection. Parce que, comme je disais Mélissa, si votre post n'est pas terrible, vous allez progresser. Et la plateforme évitera aussi que votre réseau soit trop impliqué dans sa publication. Ne pensez pas non plus qu'on peut déléguer sa marque personnelle comme on peut déléguer le marketing de son cabinet ou de son entreprise. C'est quelque chose qui vous est propre. Ça n'a pas de sens que quelqu'un d'autre le fasse pour vous. Donc vous pouvez déléguer certains contenus où ce n'est pas votre marque personnelle qui est engagée. Si vous créez un podcast avec l'ensemble de votre entreprise, par exemple, où il y a plusieurs intervenants, vous pouvez le déléguer, mais tout ce qui est vos prises de parole personnelles, à moins d'être peut-être des stars comme on en voit parfois, mais ce n'est pas trop l'objectif non plus. Et n'oubliez pas vraiment, ça c'est vraiment mon point pour la fin, mais n'oubliez pas que vous le faites pour vous, qu'il ne faut pas faire quelque chose qui ne vous plaît pas. Et bien sûr que ça réponde à vos objectifs. Donc bien prévoir que ça va prendre du temps, notamment plus vous allez vers des contenus de type podcast, newsletter, des contenus longs, en fait, des articles. Et du coup, de bien pouvoir vous piloter les premières fois que vous écrivez ou vous tournez. Ça m'a pris 4 heures, une demi-journée, ça m'a pris 2 jours pour un contenu sur un mois. Comment est-ce que je vais m'organiser pour les produire, etc. Je voulais juste vous faire un mini point sur le side project, donc c'est un peu le projet à côté. Donc on parlait tout à l'heure d'utiliser son personal branding plus à des fins commerciales ou de recrutement, comme vous allez le faire avec votre entreprise et votre expertise d'avocat. Ça peut être aussi sur un autre sujet. On parlait de reconversion tout à l'heure, mais plus globalement sur vous mettre sur différents sujets, que ça valorise votre profil par ce fait-là, pour enrichir, donc pour gagner en visibilité, etc. Peut-être vous avez créé des formations, je ne sais pas, des contenus originaux. Donc, c'est vraiment quelque chose dans l'air du temps que beaucoup ont pris de main. Donc là, je vous ai mis 3 exemples. Mais 2, par exemple, Johan Lopez, c'est un bon exemple. C'est un ancien directeur marketing d'une agence pour les indépendants qui était passionné de finances et de finances personnelles, de comment gérer son argent très concrètement, qui a commencé à écrire une newsletter pendant qu'il était en poste, donc le soir et le week-end, qui a eu tellement en fait de retentissants et une audience tellement importante et engagée que quand il a monétisé sa newsletter, donc il a proposé de payer comme on payerait pour un mensuel ou un hebdomadaire, son audience s'est emparée du sujet. Et donc aujourd'hui, il a quitté son poste, il vit mieux qu'en CDI de ce sujet-là. Et donc il est un peu consultant, conseiller en finances personnelles avec un format média. Donc c'est peut-être pas quelque chose qu'il aurait construit auparavant, mais petit à petit, il a fait les choses pendant qu'il était en poste et ensuite ça lui a ouvert des opportunités. Donc il faut garder ça en tête, que si vous avez d'autres sujets qui vous intéressent, ça peut être aussi un moyen de les explorer. Voilà, donc petite conclusion avant de vous laisser la parole et prendre vos questions. Vous l'avez compris, marque personnelle, c'est votre marque. Donc c'est quelque chose qui doit vous ressembler, qui vous est propre, qui vous appartient. Donc vous ne vous lancez pas dans quelque chose qui ne vous ressemble pas. Vous allez juste vous épuiser, vous allez perdre du temps. Ce n'est pas du tout l'objectif. Commencez petit, commencez par des petites actions pour voir si ça plaît, pour rencontrer les personnes qui peuvent vous intéresser. Demandez à vos clients actuels pourquoi ils ont travaillé avec vous, surtout si vous avez un petit cabinet où vous avez vraiment une relation très humaine. En fait, c'est tout un tas d'interactions qui vont vous aider à décider comment vous lancer. Et donc, commencez petit, commencez doucement, mais petit à petit, vous allez voir si ça vous plaît, vous allez y prendre goût. Peut-être vous trouvez même un nouveau métier.
même si ce n'est pas l'objectif de ces webinars, ou vous donner envie d'entreprendre aussi sur un sujet en particulier. Donc voilà, c'est vraiment très personnel. Faut pas l'oublier, il ne faut pas vous embarquer dans quelque chose de trop compliqué. Mais c'est vraiment très puissant. Moi, depuis que j'ai créé mon entreprise, ça m'a ouvert beaucoup de portes de prendre la parole personnellement. Donc, je peux que vous recommander à vous lancer dans cette démarche. Et je vous remercie pour votre écoute et je suis prête à répondre à vos questions. Merci Jasmine, c'était hyper concret. De mon côté, plein de choses actionnables. Aux participants, est-ce que vous avez des questions, peut-être des réticences, certaines choses que vous voyez appliquer rapidement, peut-être une chose que vous retenez? Ouais, ou une idée de contenu que vous voulez créer et vous voulez avoir l'avis des autres, n'hésitez pas. On a des remerciements. Pas de questions précises. Alors, si vous deviez peut-être retenir un aspect de cette présentation ou la première chose que vous tenteriez suite à ce webinaire, on est ouverte aux questions, mais si vous n'y en avez pas, je vous propose de répondre à quelque chose de plus précis. Et Mathilde retient qu'il faut publier régulièrement. On nous remercie, on dit que c'était inspirant. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn ou les réseaux si vous avez des questions par la suite, je serais ravie d'y répondre. Et puis, likez vos posts aussi, comme ça vous boostera dans votre initiative. Moi, si je peux me permettre de te dire un petit mot, je suis désolée, je déjeunais, donc j'avais coupé la caméra. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant et c'est vrai qu'avec toutes ces formations qui sont organisées, j'ai toujours plein d'idées, envie de faire plein de choses, etc. Et je pense que comme beaucoup de mes confrères, ce qui va être très difficile, ça va être la gestion du temps. Je pense que c'est toujours un petit peu le problème, gérer l'agenda et puis surtout réussir à mettre ça comme étant vraiment une priorité, comme de traiter un dossier, parce que effectivement maintenant on est dans une situation où c'est vrai que la concurrence fait que c'est important de pouvoir se faire connaître d'une nouvelle manière, quoi. Donc voilà, alors moi j'ai créé un compte Instagram, mais j'ai des idées dans la tête, mais alors pour concrètement, puis c'est vrai que justement à savoir ce qui est opportun en fait de ce sur quoi communiquer, en fait c'est pas évident en fait, faut vraiment avoir une cible. Donc si je vise des particuliers, je vais pouvoir parler de telle et telle autre chose. Si je vise des entreprises, ça va pas du tout être les mêmes choses. Donc voilà, mais en tout cas, ça va bien nous permettre tous ces outils de réfléchir et pour ceux qui le souhaitent, de pouvoir faire de nouvelles choses. C'est ça, et pour notamment, pour parler d'Instagram, c'est quand même un réseau qui, par exemple, que nous on utilise parce que comme notre cible c'est vraiment les jeunes actifs, c'est un réseau qu'ils utilisent beaucoup et donc où est-ce qu'ils sont, on va aller là où ils sont. Donc par exemple Instagram c'est un bon canal pour parler aux particuliers, je pense, plus que les entreprises qui sont plus sur LinkedIn. Donc si vous avez un compte sur Instagram, vous allez plutôt vous dire ok, c'est eux ma cible. Et mon grand conseil vraiment avant de vous lancer, si vous avez plein d'idées et sans savoir vraiment par où commencer, c'est de parler à des gens que vous connaissez, qui vous suivent, vos anciens clients, par exemple, juste de leur proposer 10 minutes d'échange. Qu'est-ce que vous aimeriez comme contenu, etc. Et en fait, ça va vous aiguiller et vous donner ce cap, parce que ça sert à rien de produire, comme on disait, et perdre du temps pour des choses qui les intéressent pas au bout du compte. Donc vraiment, cette phase un petit peu de qualification de l'audience, de compréhension, etc., pour moi, c'est vraiment la clé pour se lancer. Si vous atteignez comme ça 10 personnes qui adorent ce que vous faites, ça va marcher et ça prend du temps, mais c'est comme ça que ça va avancer. Et puis pour l'organisation du temps, votre premier point, pour le coup, moi je conseille vraiment de prendre des plages horaires
assez conséquentes pour le faire. Donc, par exemple, si sur Instagram, vous avez envie de publier tous les 3 jours, par exemple, donc il va falloir, je sais pas, une dizaine de posts par mois, faites-vous une demi-journée, enfin peut-être même pas une demi-journée, faites-vous 2 heures dans votre calendrier, vous voyez combien de temps ça vous prend, mais vous faites tous les posts du mois, parce que les thématiques en soi, elles ne sont pas d'actualité, c'est des choses qui sont dans le temps. Vous les programmez dans votre outil de programmation, avec les descriptions, etc. Et le jour où ça sort, vous êtes sur votre portable, vous partagez, vous mettez 2-3 interactions, vous répondez aux commentaires, mais il n'y a que la communication à faire à la fin, ça va beaucoup plus vite que le post, comment je le fais, la description, etc. Donc moi, je vous conseille vraiment de procéder par phase, par séquence, ou une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, vous mettez 2 heures, voilà, je produis tous mes posts Instagram, etc. Et après, vous faites l'interaction. Ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps que de dire, ok, zut, on est vendredi, j'avais dit que je publiais, qu'est-ce que je fais, comment, ça va me prendre 2 heures, c'est horrible. Moi, j'ai appris dans la douleur ces genres de conseils, mais c'est vraiment important. Et ça va pour tous vos contenus. Vous voyez, moi, je produis un podcast. Je le sors, ma nouvelle saison est en septembre. J'ai déjà quasiment tout tourné maintenant. Tous mes épisodes sont prêts. Et après, je ferai que la com pour fin septembre. Donc, c'est dans hyper longtemps. Mais comme ça, je peux me concentrer sur d'autres sujets. Pendant 2 semaines, j'ai fait que ça. Et puis, j'avance sur autre chose. Donc, c'est vraiment... là-dessus, testez-le. Trouvez combien de temps il vous faut pour chacun. Et après, c'est vraiment un des meilleurs conseils que je vais à vous donner. Effectivement, le séquencement, c'est... Stéphanie, ton micro est coupé. Non, je disais juste merci. Continue, Stéphanie. Faut juste qu'elle se lance. Lance-toi. J'ai d'autres questions dans le chat rapidement. J'ai Sandrine qui dit qu'en création d'entreprise et dans un premier temps, il lui semble qu'il faut se consacrer à 80% au commercial. Moi, de ce que j'en connais, j'ai envie de dire que ces actions-là sont ce qu'on appelle de la génération de leads. En fait, ça va générer des prospects qui vont être intéressés par votre sujet et donc c'est du commercial. Il y a peut-être une petite branche de tous ceux qui vont vous lire qui seront vraiment des personnes qui vont derrière être converties en clients. Mais c'est du commercial. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Jasmine, mais... je vous donne l'exemple qui peut être très agaçant sans jugement, je le connais bien, hein, mais par exemple Grégoire Gambato de Germinal, donc c'est une agence de growth, donc c'est pas du droit, mais ça reste, lui, il cherche des clients. Toutes ces prises de parole font qu'ils sont très connus, son agence est très connue, et donc c'est ce qui fait qu'ils ont du lead entrant. On peut donner le cas pour plein de créateurs de contenu, pour plein d'influenceurs un petit peu sur les réseaux, ils utilisent leur marque comme une génération de leads. Je vous donne l'exemple de Pauline Léniaud du Gratin. Je ne sais pas si vous connaissez son podcast, c'est un des plus connus. Je suis sûre qu'une bonne majorité des bagues qu'elle vend, des colliers qu'elle vend, viennent de ses réseaux sociaux, de personnes qui la suivent pour un tout autre sujet, de l'inspiration dans leur travail, mais qui en fait se disent, le jour où ils vont acheter une bague, ils vont se dire, mais j'adore Pauline Léniaud, je vais acheter de sa marque. Donc, faut penser long terme aussi. Je suis complètement d'accord qu'au début, il vous faut de l'argent, il vous faut des clients. Donc, ça va être un sujet important. Mais profitez-en pour leur poser des questions sur ce qu'ils recherchent, etc. Et de garder un tout petit peu de temps dans votre calendrier, du temps qui va grossir avec le temps. Une fois que vous aurez fait le tour de votre réseau, peut-être proche, vous allez avoir besoin d'aller chercher d'autres clients, donc vous allez devoir élargir. Donc, c'est en fonction de vos priorités, c'est en fonction de vous aimer aussi. Si vous n'aimez pas vous mettre en avant sur les réseaux, ça ne sert à rien. Vous allez juste vous épuiser. Si vous préférez du contact one-one, vous allez procéder différemment. Mais comme le disait Mélissa, je pense que c'est à intégrer dans une réflexion commerciale aussi. Et Marianne disait également que la rentabilité paraissait incertaine. Le temps consacré et le retour visible semblent être très chronophages et surtout la mise en forme du sujet en format réduit, ce qui veut dire qu'il faut quand même s'entraîner pour être super efficace, voire même s'entraider. Oui, c'est clair. Et c'est pour ça que je voulais bien insister sur ce point-là aussi, que vous ne vous lancez pas dans quelque chose et après vous rendre compte que c'est trop compliqué parce que c'est à savoir en fait avant de se lancer et du coup adapter en fonction de votre temps, de vos sujets, qu'est-ce qui correspond le mieux. Et c'est aussi pour ça que je vous invite vraiment à piloter entre guillemets cette prise de parole. C'est un actif dans le temps, donc c'est de l'investissement en fait pour la suite. Mais je vous invite vraiment à assez régulièrement faire le point. Regardez, voilà, ces épisodes de podcast, par exemple, j'ai que 100 écoutes toutes les semaines pendant les 6 derniers mois. Peut-être qu'en fait, ça n'intéresse pas tant que ça m'a apporté aucun client. Vous allez arrêter, vous n'allez pas vous épuiser. C'est important d'avoir ce pragmatisme aussi, de réalisme. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est un vrai chantier.
mais un chantier qui peut vraiment porter ses fruits si vous le faites bien et si vous le faites dans le temps. Donc, c'est vraiment plus une question personnelle, en fait. Est-ce que c'est quelque chose qu'à la fin, vous aimez faire dans votre semaine? Parce que si vous n'aimez pas le faire, c'est laborieux et donc, il ne faut pas le faire. Vraiment. Merci Jasmine. Toi, tu as commencé quand pour donner un peu de... Moi, j'ai commencé à la fin, mon podcast, je l'ai commencé juste avant le premier confinement de 2020, du coup. Et nos réseaux sociaux et plus nos prises de parole qui étaient juste avant l'été, donc il y a un peu plus d'1 an. Ok. Et donc là, sur Instagram, vous pouvez aller voir, on est, je crois, plus de 10 000 abonnés. Bah, c'est le travail d'1 an. Donc ça vous donne un ordre de grandeur. Sachant que nous, on est sur du sujet du travail sur un réseau social qui est beaucoup moins travail. Donc ça prend plus de temps aussi que de parler de belles photos, de voyages, de tourisme, de nourriture. Mais ça plaît et petit à petit, ça fait son chemin. Il faut juste garder confiance et garder le cap. Mais c'est un exemple et il y en a plein d'autres qui vont beaucoup plus vite ou beaucoup plus lentement. Comme je vous disais, moi je vise plutôt la quantité que la qualité dans ce cas-là. Mais ça dépend de votre objectif parce que je leur vends rien. Merci Jasmine. On a un petit peu dépassé le timing. Du coup, comme je vois pas d'autres questions apparaître dans le chat, on va vous laisser repartir et vous remercier pour cette implication, ces différentes questions, votre interactivité. Et Jasmine, merci, c'était super éclairant et très concret. Donc, ça donne envie de se lancer. J'ai hâte de pouvoir créer quelque chose, moi aussi. Bah, j'ai hâte de vous retrouver sur les réseaux et puis n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn si vous voulez continuer l'échange ou avez des questions plus précises de contenu que vous avez envie de lancer pour savoir même le temps que ça pourrait prendre. J'ai l'habitude de créer du contenu, donc je peux vous donner aussi une question de est-ce que ce sera plutôt 30 minutes ou une journée. Je peux vous aiguiller là-dessus. Donc n'hésitez pas et je vous remercie pour votre écoute, pour votre bienveillance et du coup très bonne journée, très bel été si vous partez bientôt en vacances aussi et à très vite. Merci, bonnes vacances à tous. Merci à tous. Et on vous donne rendez-vous le 9 septembre pour un webinaire sur l'influence, comment passer du bruit au signal, qui pourra compléter parfaitement celui-ci. Donc regardez, inscrivez-vous, et puis regardez le programme de septembre à décembre. Et d'ici là, bel été, puis merci pour votre participation, et n'hésitez pas à promouvoir à vos confrères, amis, le replay de cette matinale qui sera en ligne dès cet après-midi sur le site d'Avocat Lab. Voilà, à bientôt. Merci Alexis. Merci. Bon appétit, bonnes vacances. Au revoir.